Bonsoir. Dans cette troisième émission consacrée à l'histoire secrète de la guerre contre notre pays, le consultant politique français Thierry Meyssan va revenir sur le début des opérations militaires. Ce travail de compréhension de notre passé récent requiert beaucoup d'honnêteté et de rigueur. Thierry Meyssan se garde d'interpréter les faits en fonction de ses préférences, mais s'appuie sur les écrits théoriques antérieurs des stratèges de l'OTAN et sur les exemples comparés de ce qui s'est passé dans d'autres pays. Nous vous demandons, chers téléspectateurs, de vous astreindre à la même démarche, de vous remettre dans l'état d'esprit où vous étiez début 2011 lorsque vous assistiez aux premiers événements et que vous vous posiez les questions. Faites abstraction de ce que vous avez conclu à l'époque et écoutez une autre interprétation. Puis vérifiez et cette nouvelle compréhension des choses est plus pertinente que celle que vous aviez à l'époque. Je travaille à la télévision nationale depuis de nombreuses années et j'ai couvert la guerre depuis le début. Mais en préparant cette série d'émissions, j'ai beaucoup appris et j'ai changé mon point de vue. La vérité est très choquante. Bonsoir et bienvenue Thierry Meyssan. Alors on commence tout de suite. Comment la guerre de Syrie a-t-elle commencé? On a beaucoup évoqué le rôle de l'Internet, des réseaux sociaux dans le printemps arabe. D'abord, nous ne pouvons pas commencer à discuter de ça en faisant abstraction de ce que nous avons montré dans les deux premières émissions. Oui. Et nous avons montré que les États-Unis avaient décidé d'attaquer la Syrie en 2001. This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. La Syrie et en même temps la Libye. Donc ça veut dire que les événements du printemps arabe de décembre 2010 et janvier 2011 sont distincts de l'histoire syrienne. Ensuite, nous avons montré que le gouvernement de la France et celui du Royaume-Uni avaient signé un traité fin 2010 pour joindre leurs forces expéditionnaires, c'est-à-dire leurs forces coloniales, et entrer en guerre à la place des États-Unis, en coordination avec eux, contre la Syrie. Ça a été confirmé par l'entretien de Roland Dumas. Donc, là encore, ça doit être bien clair, il n'y a pas de lien de causalité entre ce qui s'est passé en Tunisie et en Égypte et ce qui s'est passé après en Libye et en Syrie. Ce n'est pas parce que ces événements sont arrivés au même moment et que dans ces 4 pays on parle la même langue qu'il y a un lien entre ces événements. Ce sont des pays complètement différents dans leur structure sociale et avec des histoires très très différentes. En Égypte et en Tunisie, les États-Unis avaient prévu de remplacer la garde. Ils avaient, avec Ben Ali et avec Moubarak, des gens qui les servaient depuis longtemps, mais qui s'étaient montrés incapables d'assurer leur propre succession. Et tout le monde savait que quand l'un ou l'autre allait mourir, ce serait vraiment un grand désordre. Donc les États-Unis devaient prendre une initiative pour placer eux-mêmes au pouvoir le successeur en l'absence de continuité dans ce système. Et le peuple tunisien n'a pas mis à la porte Ben Ali et le peuple égyptien n'a pas mis à la porte Moubarak. Le président Ben Ali a été éjecté à la suite de l'intervention de ses propres généraux qui lui ont demandé de partir. Quant au président Moubarak, c'est les États-Unis qui ont envoyé l'ambassadeur Frank Wisner pour lui dire « vous devez partir ». Ce sont les États-Unis, dans les 2 cas, qui ont fait tomber ces chefs d'État et certainement pas ce qui se passait dans la rue. Alors, petite chose au passage, l'ambassadeur Frank Wisner qui a éjecté
Hosni Moubarak, c'est le fils d'un des fondateurs de la CIA. C'est un homme extrêmement important dans le système aux États-Unis. Et accessoirement, c'est le beau-père de Nicolas Sarkozy. C'est lui qui l'a élevé quand il était adolescent et qui a fabriqué Nicolas Sarkozy. Les secrets qu'on ne connaît jamais, qu'on ne connaissait jamais. Bien sûr, mais même la plupart des Français ne savent pas ça. Oui. Alors, je reviens à ma question sur Internet en Syrie. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer sur le rôle de ces réseaux sociaux sur Internet et pourquoi ils ont choisi ce moyen-là? Là aussi, l'idée que tous les mouvements dans la rue, c'est Internet qui les fabrique, c'est une idée vue depuis les pays occidentaux. Ça n'est pas la réalité sur place, tout simplement parce que dans chacun de ces 4 pays, le statut d'Internet est différent. Il n'y a absolument pas du tout le même taux de couverture d'Internet en Tunisie et en Égypte. Ça ne peut pas fonctionner du tout de la même manière. Bon, ce qui est certain, c'est que le département d'État avait, depuis plusieurs années, noué des contacts très étroits avec les grandes sociétés de l'Internet. D'abord parce que Internet, ça appartient aux États-Unis. Oui, c'est une propriété. Démarré de là-bas, oui. Oui, mais ça leur appartient. C'est une propriété du secrétaire au commerce des États-Unis. C'est eux qui gèrent l'ensemble du système, qui donnent les noms de domaines. Oui. Donc, s'ils voulaient, ils appuient sur un bouton, ça s'arrête. Il n'y a qu'eux qui peuvent faire ça. Oui. Au cours des dernières années, ils ont noué des contacts avec Twitter, avec Facebook, avec Google, etc. Et ils l'ont fait parce que, d'abord, ils utilisent ces grandes sociétés pour espionner tout ce qui se fait sur Internet. Et on sait aujourd'hui, à travers les révélations d'Edward Snowden, que rien ne leur échappe, mais pratiquement rien. En fait, ça, on le sait depuis longtemps. Avec Snowden, on a la preuve de ce que certains avaient dit sans pouvoir le prouver. Et le département d'État, plusieurs fois, avait organisé des congrès, toutes sortes de choses avec les grandes sociétés de l'Internet. Concernant la Syrie, on a vu tout d'un coup, début janvier 2011, surgir un compte Facebook qui s'appelait Syrian Revolution 2011. Et on a dit, ça, c'est le début du mouvement en Syrie. Mais qu'on veuille bien regarder, hein. Ce compte a été mis en ligne le 18 janvier. Or, les événements n'ont commencé en Syrie qu'au mois de mars. Le compte en question a appelé à manifester tout de suite. Alors, dans les 2 premiers jours, il y a 40 000 personnes qui se sont inscrites sur ce compte. Tout de suite? Tout de suite, dans les 2 premiers jours. Oui. En tout cas, c'est le chiffre qui était affiché. Oui, oui. Est-ce que c'est un chiffre véritable? Non, c'est vrai? Non. C'est tout à fait impossible, parce que si c'était le cas, quand ce compte a appelé à manifester dès le début février, dès le 11 février, il y aurait eu quelque chose. Mais il ne s'est rien passé du tout. Donc ça, c'est un trucage qui est obtenu avec des logiciels, mais il n'y a jamais eu 40 000 followers sur ce compte. C'est fictif, c'est un chiffre donné par eux-mêmes. C'est un chiffre donné par eux-mêmes pour donner l'impression que voilà, il se passe quelque chose. Mais non, il ne se passe rien. Oui. Et quant au nom, Syrian Revolution 2011. Bon, déjà, pourquoi c'est en anglais ce nom? Ensuite, pourquoi Révolution syrienne 2011? Pourquoi 2011? Alors, si ça ne réussit pas en 2011, on rentre à la maison en 2012? Non, mais c'est complètement absurde. En fait, c'est un slogan publicitaire, hein, comme on fait le congrès et on met l'année dessous. Hein. Mais ça n'est pas du tout la manière dont se comporteraient d'authentiques révolutionnaires. On avait vu la même chose dans toutes sortes de révolutions colorées. Vous avez vu lors de la révolution du cèdre au Liban, il y avait des pancartes qui avaient été imprimées par le cabinet Saatchi & Saatchi, où on voyait « Cedar Revolution 2005 ». Effectivement, ça n'a pas duré plus longtemps que ça. Hein. Oui. C'était purement artificiel. Alors, sur ce thème, écoutons ce reportage et nous poursuivons notre débat.
Le 4 février 2011, de nombreuses personnalités se rendent au Caire prétendument pour y observer la révolution du Lotus. En réalité, l'OTAN organise une réunion de coordination pour lancer les guerres en Libye et en Syrie sous la présidence de John McCain. La France est représentée par Bernard-Henri Lévy. La délégation libyenne est présidée par le numéro 2 du gouvernement, Mahmoud Djibril, qui ne rentrera pas à Tripoli et devient ainsi du jour au lendemain le chef de l'opposition. Dans la délégation syrienne, on note Ammar El-Kourabi, directeur d'Orient TV et président de l'Organisation syrienne des droits de l'homme. Peut-on établir un lien entre cette réunion du Caire et le lancement de la guerre ici? Écoutez, si on se réfère à ce qu'a dit John Kerry à Montreux au moment de l'ouverture de la conférence de Genève 2, cette réunion, elle n'existe pas dans les radars. On a complètement oublié que ça avait existé. Et moi, j'ai su ça en fait parce que je me suis trouvé en Libye à consulter les rapports des services libyens qui racontaient les détails de cette réunion. Et il y avait d'ailleurs d'autres noms de Syriens qui y participaient, mais malheureusement, je ne les ai pas retenus. Le secrétaire d'État des États-Unis nous dit que tous les événements ont commencé à partir de Deraa, et il nous raconte, ce que tout le monde a entendu, que des adolescents encore scolarisés auraient tagué des slogans anti-gouvernementaux à Deraa. Ils auraient été arrêtés par la police, ils auraient été maltraités, ils auraient finalement été torturés, on leur aurait même arraché les ongles. Et lorsque les familles sont venues les rechercher, elles ont été rabrouées, nous dit-on, par je ne sais pas si c'est le commissaire de police ou enfin les responsables officiels, et que voilà, ça a été le début du soulèvement à Deraa. This started peacefully. It was started by schoolboys in Dara who were armed only with graffiti cans. Citizens who were peacefully and legitimately calling for change. And they were met almost immediately with violence. When their parents came out to protest the arrest of the children, 120 people died. Alors, si c'est vrai, qui sont ces personnes? Oui. Parce que après que cette rumeur se soit répandue, beaucoup de journalistes ont cherché à rencontrer les familles de ces victimes. Personnes, oui. Mais personne ne les a jamais rencontrées. Voilà, parce que tous les gens qui ont été à Deraa, malgré leurs recherches, n'ont pas trouvé la famille dont on parle. On a vu sur un site britannique, sur celui du Guardian, surgir l'interview d'une personne qui disait « j'ai fait partie de ce groupe », etc. Mais on n'a jamais su qui c'était. Donc, très probablement, tout ça, c'est une rumeur, c'est une histoire fabriquée, mais qui n'a pas de consistance. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une manifestation à Deraa, mais pas du tout pour ça. Il y a eu une manifestation de gens qui demandaient une augmentation des salaires. Et par la suite, une délégation a été reçue ici à Damas. Madame Moutaïna Cheban a expliqué que oui, il y aurait une augmentation des salaires. Oui. Diverses mesures ont été prises. Autre chose aussi, plusieurs choses. Elle a expliqué, elle a donné plusieurs... Oui. Mais on ne parlait pas du tout de cette histoire d'enfants brutalisés, les ongles arrachés, tout ça. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé en fait après les événements. تشكيل لجنة قيادية عليا مهمتها الاتصال بالإخوة المواطنين في درعا والإصغاء إليهم لمعرفة واقع الأحداث وملابساتها ومحاسبة المتسببين والمقصرين ومعالجة جميع الآثار الناجمة عنها بما يستجيب لمطالب الإخوة المواطنين المحقة. ثانياً، زيادة رواتب العاملين في الدولة بصورة فورية بما ينعكس إيجاباً على وضعهم المعيشي. ثالثاً، إيجاد التمويل اللازم لتأمين الضمان الصحي للعاملين في الدولة. رابعاً، توفير الإمكانات والموارد اللازمة لزيادة فرص العمل سواء لخلق وظائف جديدة للشباب العاطلين عن العمل أو لتثبيت العمال المؤقتين. خامساً،
إجراء تقويم واسع للأداء الحكومي والقيادات الإدارية والمحلية واتخاذ القرارات بشأنها بصورة عاجلة. أما على المستوى السياسي فقد اتخذت القيادة القطرية القرارات التالية: أولاً، وضع آليات جديدة وفعالة لمحاربة الفساد وما يتطلب ذلك من إصدار للتشريعات وإحداث للهيئات اللازمة له. ثانياً، دراسة إنهاء العمل بقانون الطوارئ بالسرعة الكلية مع إصدار تشريعات تضمن أمن الوطن والمواطن. ثالثاً، إعداد مشروع لقانون الأحزاب في سوريا وتقديمه للحوار السياسي والجماهيري. رابعاً، إصدار قانون جديد للإعلام يلبي تطلعات المواطنين في مزيد من الحرية والشفافية. خامساً، تعديل المرسوم 49 حول المناطق الحدودية بما يخدم تسهيلات معاملات المواطنين وإزالة أسباب الشكوى من تطبيقه. سادساً، تعزيز سلطة القضاء ومنع التوقيف العشوائي والبت بقضايا المواطنين بأقصى سرعة ممكنة. أولاً، لم يتم اختيار درعا عبثاً، كان هناك مخططاً لاختيار درعا، وخاصة كان يراد أن يتكرر سيناريو بنغازي، وأكثر المناطق تهيئة من حيث الجغرافيا كانت درعا ليتكرر مشهد بنغازي مرة أخرى. أولا، هناك قاعدة شرعية تقول: ما بني على باطل فهو باطل، ما بني على واقع افتراضي سيبقى فضائي وافتراضي ولا يمكن أن يتحول إلى حقيقة، ولا يمكن لأكاذيب الإعلام أن تتحول إلى مرتسمات على الأرض حقيقة. هذا الأمر أنا أصفه ما كان يسمى تعذيب الأطفال واقتلاع أظافر الأطفال، هو فانتازيا لا أكثر من ذلك، وأكذوبة بني عليها هذا السيناريو. وخاصة كنا نتحدث عما يسمى السلاح الأمضى في هذا العدوان على سوريا هو الإعلام. لو كان هناك أطفال تم تعذيبهم وقلع أظافرهم لما كان الإعلام قصر، وخاصة أنه كان يبحث تحت الأرض وفوق الأرض عن أدق التفاصيل. لم يكن هناك أي مشهد لهؤلاء الأطفال المزعومين. المسألة الثانية، الوفد الذي أتى من وجهاء درعا وقابل السيد الرئيس بشار الأسد وطلب منه الرئيس بشار الأسد إحضار هؤلاء الأطفال، لم يحضر الأطفال لأن هذه بروباغندا إعلامية لا تمت إلى الواقع بصلة، لكن كانوا على ما يبدو بحاجة هذا التسويق على مستوى الأطفال، وخاصة ما يمثله الطفل على المستوى الإنساني، وتحديدا في مواجهة منظومة الأمن السوري واتهام منظومة الأمن بأنها تعذب الأطفال وتقمع الأطفال وإلى ما هنالك، لمحاولة إثارة الرأي العام على المستوى الإنساني وتشويه صورة الأمن. وخاصة في هذا السياق بعد أقل من 10 أيام من بدء الأحداث في درعا تم استهداف المجمع القضائي بدرعا وتدميره ونسف كل مكوناته، وكأنهم يريدون إجراء غسيل تاريخي لكل الجرائم والمجرمين الموجودين في هذه المنطقة. وبعد 5 أيام من هذا الفعل أيضا تم تدمير المركز التلفزيوني والإذاعي للإعلام السوري في درعا لربما محاولة تشويه الصورة وعدم نقل الحقائق. الأهم من ذلك، كان يراد من هذا الأمر هو تشويه صورة الأمن ومحاولة إخراج الأمن من محافظة درعا إلى خارج المحافظة للسماح وخلق الشروط لتوغل المسلحين من تحت الأرض إلى فوق الأرض وحمل السلاح مباشرة والتحول إلى التمرد المسلح. وهذا ما حصل فعلا، بأن الذين أتوا من درعا وقابلوا الرئيس بشار الأسد أول طلب من طلباتهم هو إخراج الأمن من درعا. وقبل أن يعودوا إلى درعا كانت كل عناصر الأمن خرجوا من درعا، علما أنه قبل أن يخرج عناصر الأمن الشرطة وقوات الأمن من درعا سقط منهم أكثر من 120 شهيد قبل أن يسقط من المدنيين عنصرا واحدا.
خرج عناصر الأمن من درعا، وهنا تم تحويل درعا إلى حراك مسلح وتمرد مسلح. وهذا الأمر كان مطلوبا أيضا ومخططا ليقحم الجيش العربي السوري بالدخول إلى درعا والاشتباك مع الجيش وتشتيت جهود الجيش العربي السوري وإقحامه وتسويق ما كانوا يسوقونه بأن الشعب يقتل الجيش. وبالتالي لم يتدخل الجيش العربي السوري، فلجأت المجاميع المسلحة في درعا إلى الذهاب إلى مساكن العائلات العسكرية، مساكن العسكريين والسكنات العسكرية، وهاجمت السكنات والمعسكرات، مما اضطر الجيش العربي السوري نتيجة دخول العصابات الإرهابية وربما هجومها على بعض السكنات، وطلب الأهالي من الجيش العربي السوري التدخل لحماية الأهالي والمنشآت من بطش هذه العصابات الإرهابية. لذلك حقيقة الأمر يعني كان هناك مخططا مدروسا شيطانيا تسلق على ما يسمى هذه المسرحية الغير موجودة فعلا على أرض الواقع، اقتلاع ما يسمى أظافر الأطفال. À la question, est-ce qu'il y a un rapport entre la réunion du Caire et ce qui s'est passé? Ben, évidemment, c'est au Caire qu'on a donné les instructions pour que des événements aient lieu à la fois en Libye et en Syrie. Et il n'y a jamais eu cette histoire d'enfants qu'on torture dans un commissariat. Sinon, ils les auraient filmés, parce qu'ils filment tout, ces gens-là. Non, mais de toute manière, si cette histoire était exacte, on aurait les noms des gens, on pourrait aller voir des membres de leur famille, on pourrait, et ça c'est impossible, personne n'y a réussi, même pas les journaux favorables à l'OTAN, personne n'a rencontré le moindre témoin de cette histoire. Alors là, ne connaissant pas bien ce qui s'est produit à Deraa, vous avez fait le lien avec ce qui s'est passé à Benghazi en Libye et où il s'est avéré que des mains étrangères ont provoqué le chaos. Quels détails pourriez-vous nous donner sur cette question? Alors, pour comprendre ce qui s'est passé dans les premières semaines des événements ici, il faut constater que des événements similaires ont eu lieu au début de chacune des révolutions colorées ou des événements du printemps arabe que l'on a vus dans d'autres pays. Et ça dure depuis en fait 1989, depuis la chute des Ceausescu en Roumanie. Chaque fois, on a exactement les mêmes événements qui ont lieu dans des pays différents. C'est-à-dire qu'il y a une manifestation, il y a des gens qui meurent dans la manifestation et qui disent « la police nous a tiré dessus ». Et chaque fois, la police dit non, c'est pas nous, et d'ailleurs, c'est eux qui nous ont tiré dessus, puisque nous avons des morts de notre côté. Bon. Alors, on peut dire que absolument partout, les gens sont des menteurs, mais on peut aussi envisager autre chose. Si on lit les documents des stratèges de l'OTAN, on voit l'existence d'une doctrine qui s'appelle la théorie des combats de chiens. Alors, je vous explique ce que c'est, parce que tant qu'on n'a pas compris ça, on sera éternellement victime du système. C'est écrit comme ça dans leur... La doctrine des combats de chiens. Voilà. Donc, imaginez que vous vous trouvez dans une grande maison avec votre famille, mais aussi 2 familles de voisins. Voilà, il y a 3 familles dans la maison. Oui. Et puis, voilà, votre fils meurt. Il est assassiné et on ne sait pas qui a fait ça. Donc vous allez penser, ben, c'est forcément quelqu'un de l'une ou l'autre famille qui se trouve là. Bon, vous n'allez pas penser que c'est votre famille qui a fait ça. Vous allez commencer par suspecter les gens des 2 autres familles. Et puis, peu de temps après, la fille d'une des familles de voisins est également assassinée. Alors vous dites, voilà, il n'y a pas de doute, c'est la 3e famille qui est responsable. Hein? Et vous allez commencer à orienter votre regard à cet endroit-là, mais la 3e famille elle va dire, mais c'est pas nous, on n'y est pour rien. Donc ils vont prendre peur, eux, ils vont chercher à se protéger, ils vont prendre les armes pour se protéger. Donc au bout d'un moment, tout le monde va se battre les uns contre les autres. Mais en réalité, peut-être il y avait
l'assassin était à l'extérieur, vous ne l'avez pas vu. Peut-être il y avait un tireur qui, par la fenêtre, a tué votre fils et personne n'a rien vu. Comme il n'était pas dans votre champ d'observation, vous n'avez pas pensé que ça pouvait être quelqu'un d'extérieur. Donc on appelle ça la théorie des combats de chiens parce que c'est de cette manière-là que l'on amène des chiens à se battre, en fait. L'un des maîtres provoque le combat, mais chacun des deux chiens pense que c'est l'autre qui a commencé. Oui. Voilà. Alors, en Libye, les événements ont commencé lors de 2 manifestations qui se sont tenues à quelques jours d'écart à Benghazi, où il y a eu des morts à la fois parmi les manifestants et parmi la police. Et peu de temps après, les Libyens ont arrêté 4 membres des forces spéciales italiennes et les ont mis en prison à Bouslim, à Tripoli. Lorsque moi j'ai quitté la Libye dans un petit bateau, on a mis une journée et demie à traverser un tout petit bout de Méditerranée, il y avait avec moi quelques personnes qui fuyaient la Libye. Et il y avait ces 4 combattants italiens. Donc l'OTAN avait décidé de les exfiltrer de cette manière pour qu'il n'y ait pas de traces de leur présence. Mais ces gens étaient furieux parce que, en fait, ils avaient été emprisonnés tout le temps de la guerre en Libye et ils considéraient qu'ils avaient été abandonnés par leur gouvernement. Et donc là, ils ont raconté qu'ils avaient été envoyés par leur gouvernement, qu'ils étaient sur les toits à Benghazi et qu'ils ont tiré à la fois sur la foule et sur la police pour provoquer ce désordre. C'est leur mission. C'était leur mission, ils étaient là pour ça. Et ils ont reconnu ça. Ils ont raconté ça pendant le voyage en bateau. Et vous avez entendu tout ça? Oui. Alors, des événements comme ça, nous en connaissons dans d'autres endroits. Récemment, en Thaïlande, il y a eu exactement la même histoire, où ce sont des forces extérieures qui sont venues tirer à la fois sur la foule et sur les manifestants. Ou à la mi-février, au Venezuela, où il y a eu à nouveau une tentative de déstabilisation du pays, il y a eu des morts dans la police et dans les manifestants. Et puis quand on a procédé aux autopsies, on a découvert que les balles qui avaient tué à la fois des pros et des anti-gouvernements, en fait, avaient été tirées par les mêmes armes. Voilà. Donc c'est très clair. Cette technique est employée par les États-Unis chaque fois qu'ils veulent provoquer un début de guerre civile. Et partant de cette théorie créée par le Pentagone et utilisée par l'OTAN, la théorie des combats des chiens dont vous venez de parler, on a posé la guerre civile dans n'importe quel pays. Comment se passaient ces choses-là et quelle était l'attitude de la Syrie, bien sûr? Bon, ici, manifestement, au début, personne n'a compris ce qui se passait. Et j'observe d'ailleurs que dans chaque État, quand ça a lieu, récemment en Ukraine, il y a eu le même problème. Oui, c'est vrai. On déclare maintenant que Yanukovych, qui est un sacré voyou, tout le monde le sait, a donné l'ordre de tirer sur la foule, mais non, ça c'est pas exact, ça. C'est pas parce que c'est un voyou que c'est un assassin, c'est pas la même chose. Bon. Et on lance un mandat d'arrêt international contre lui, mais probablement il n'y est pour rien dans ce bain de sang. Donc ce que je constate, c'est qu'à chaque fois ça fonctionne. Comme si l'opinion publique n'assimilait pas les épisodes précédents. Nous considérons toujours que notre pays est différent des autres, mais non, on est des hommes pareils et on a exactement les mêmes adversaires. Il n'y a qu'une seule puissance qui essaye de dominer le monde comme ça. Alors, en Libye, les États-Unis, l'OTAN, a envoyé à l'attaque les gens d'Al-Qaïda commandés par Abdelhakim Belhadj, qui jusque-là se trouvait donc réfugié au Qatar après avoir été libéré à la demande des États-Unis des prisons libyennes. Il est revenu avec ses hommes et ils ont tout de suite pris d'assaut certains dépôts d'armes et ils ont essayé de commencer à
créer une sorte d'émirat islamique à Benghazi et après de partir à l'attaque du reste. Mais d'abord, stabiliser Benghazi. En Syrie, il n'y avait pas une force comparable, puisque certes, il y a eu des combattants syriens à Al-Qaïda, mais pas du tout dans la proportion où il y avait des Libyens. En Syrie, l'OTAN s'est appuyée sur des groupes takfiristes. Oui. Non, ça c'était une surprise parce que tout le monde pensait, oui, des takfiristes, on en trouve que de temps en temps à la campagne, mais c'est plutôt rare. Or, en fait, il y avait eu un travail de fond pendant des années pour rendre extrémistes des paysans qui avaient été ruinés par le réchauffement climatique, en fait, qui a provoqué des graves problèmes de récolte successives, alors que le gouvernement ici n'a pas compris à ce moment-là que le problème était structurel, le réchauffement climatique. Il a cru que, bon, ben voilà, une fois il y avait une mauvaise récolte, mais ça irait mieux l'année prochaine, et ça n'a pas été le cas. Donc, chez certains paysans qui avaient tout perdu, appauvris par ces circonstances, ils se sont retournés vers des prêcheurs takfiristes. Comme l'habitat dans certaines régions rurales, ce n'est pas des villages, mais ce sont des fermes isolées, personne n'avait remarqué qu'ils étaient nombreux, parce qu'ils ne faisaient pas de rassemblement. Bon. Et puis, là, ils ont commencé à devenir actifs, et on a constaté que, si, quand même, ils étaient plusieurs milliers. Et l'on constate que ces guerres livrées contre la Syrie et la Libye sont des guerres de forme tout à fait différentes de ce qu'on connaît d'habitude, c'est-à-dire des guerres classiques. D'abord, quelle est cette nouvelle forme et quel en est le but? Alors, en fait, les puissances occidentales ont tiré des conclusions de leurs échecs précédents à d'autres endroits, notamment au Liban d'ailleurs, de ce qu'on appelle la guerre asymétrique. Le fait que voilà, ils avaient des armées très développées, puis en face, des guérillas avec beaucoup moins d'armement ont réussi à les tenir en échec. Mais ils ont renversé la proposition. Ils ont dit, bon ben, nous allons nous devenir la guérilla contre des armées organisées, mais si nous réduisons notre puissance militaire pour devenir une simple guérilla, nous allons en fait la multiplier par la puissance de nos médias. Alors, c'est ce qu'on appelle la guerre de 4e génération. Oui. La nouveauté, c'est que c'est une guerre qui se livre donc sans armée. C'est une guérilla contre l'armée nationale. Il n'y a jamais eu d'armée anti-Kadhafi. Il n'y a jamais eu d'armée anti-Bachar el-Assad. Hein. Il n'y a jamais eu une ligne de front, comme dans une guerre classique. Mais au contraire, des petits groupes qui se déplacent, qui font des problèmes ici et là, qui sont insaisissables. Alors ça, c'est une théorie qui est déjà ancienne aux États-Unis, mais qui n'a été mise en œuvre par l'OTAN qu'à partir de 2011. Oui, alors... on écoute ce petit reportage sur cette même question et on reprend notre entretien. La guerre de 4e génération a été théorisée dès 1989 par l'historien états-unien conservateur William Lind et par son homologue israélien Martin Van Creveld. Il s'agit de vaincre un État en décourageant sa population et non pas par une victoire militaire. L'assaillant va donner l'impression qu'il n'attaque pas le pays, mais qu'il vient au secours d'une révolte généralisée. Toute la difficulté est de faire croire à l'existence de cette révolte par une adroite combinaison d'intoxication médiatique et d'actes terroristes diffus qui semblent confirmer ce que disent les médias. La population doit se sentir perdue, toutes ses références religieuses et politiques étant détruites. Avant de passer à l'interview que vous avez faite déjà avec le général Amin Hotait du Liban, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, deux petits mots sur ce qu'on vient d'entendre, d'écouter? La guerre de 4e génération, ça ne peut fonctionner que parce que les États-Unis contrôlent
les grandes chaînes internationales. Dans cette affaire, il y a CNN, Sky News, France 24, Al Jazeera, Al Arabiya, BBC, quelques chaînes comme ça, qui ont toutes travaillé de manière coordonnée. Et ces chaînes ont un tel impact qu'elles peuvent, si elles reprennent ensemble une même information, créer une vérité à partir de rien du tout. Voilà. Donc là, j'ai interviewé le général Aminoté sur ce sujet. Il faut se rendre compte, parce qu'ici, on le connaît comme quelqu'un qui intervient dans quelques débats à la télévision, mais le général Otet est un théoricien de la doctrine militaire dont les travaux ont inspiré en partie les combattants du Hezbollah en 2006 et d'autres armées. Depuis, ces travaux sont aujourd'hui étudiés dans de très très nombreuses académies militaires. Et c'est un cas un peu exceptionnel parce qu'il est très rare qu'un théoricien militaire d'un tout petit État comme le Liban soit étudié par les grands États comme c'est le cas aujourd'hui. C'est donc une parole très importante que la sienne. Alors écoutons Amin Artait, le général libanais. نعلم جيدا أن المنظرين الاستراتيجيين في دراستهم للمواجهات العسكرية رتبوا الحروب إلى 3 أنواع سابقة. الحرب الأولى أو حرب الجيل الأول هي حرب الكتل المتصارعة، أي كتلة من العسكريين تواجه كتلة من العسكريين، ويكون فيها الأساس للقدرات الفردية. الجيل الثاني هو جيل النار مقابل النار، سواء النار عبر الخنادق أو النار عبر المرابض، وهذا ما يسمى الحرب النارية. الجيل الثالث كان مختلفا عن الأول والثاني، وكان كناية عن مبارزة كتل مع نار لكتل مع نار، ولكن هذه المرة يدخل العنصر الحاسم هو عنصر المناورة. المناورة عبر الالتفاف، عبر الإخضاع، عبر الإسقاط. فبالتالي الجيل الثالث كان جيل الذكاء العسكري الذي يمكن فئة قليلة بقدرة نارية معقولة أن تهزم فئة كبيرة بقدرات نارية قد تكون أوسع، لأن المناورة تعتمد على الذكاء. أما حرب الجيل الرابع فهي تختلف عن الأجيال الثلاثة التي سبقت. هي حرب تستفيد من الثورة التقنية في الاتصالات والمعلومات، وتستفيد من القدرات العالية للأسلحة الذكية وذات الدقة العالية، وتتجه إلى أمر أساسي هو هدم قدرات الخصم بتدخل غير مرئي. وبالتالي في هذه الحرب يمكن أن نتصور أمرين. الأمر الأول أن نتوجه للجيش التقليدي من غير أن يرانا ونجرده من قدراته، وهذا الأمر يتم كما ذكرت عبر التقنية أو يتم عبر حرب العصابات والجماعات المسلحة، أو بالشكل المعاكس أن يكون الجيش هو الذي سيستعمل قدراته التقنية من أجل مواجهة حرب عصابات وعدو غير مرئي. أول ما بدأت حرب الجيل الرابع بالعصر الحديث ويتحدث عنها بشكل أساسي هو في فيتنام. العدو كان غير مرئي وهو الثوار. الجيش الأمريكي هزم في حرب الجيل الرابع. الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني هزم في حرب الجيل الرابع. أمريكا في سوريا استعملت بعد أن
قررت ما ذكرنا من إخضاع أو تدمير، استعملت أيضا مفهوم حرب الجيل الرابع عندما استعملت 3 عناصر من التدخل غير المرئي أو العدو المحدد المبين. استعملت الجماعات المسلحة، واستعملت التشويش الإلكتروني والتدخل الإلكتروني، واستعملت التضييق الراداري والتضييق الإلكتروني. في هذا الإطار كانت أمريكا تتصور أن كما خسرت هي كجيش تقليدي، وكما خسرت إسرائيل كجيش تقليدي، وكما خسر الجيش العراقي كجيش تقليدي في البداية بتلك الحرب الرهيبة التي شنت من غير أن يكون هناك مواجهة بين جيشين، كانت تتصور أن الجيش السوري سيخسر الحرب التي فرضت عليه تحت عنوان الحرب من الجيل الرابع. الذي حصل في سوريا أن الجيش العربي السوري مستعينا بقدراته الذاتية والقابلة للتكيف، ومع حلفائه في محور المقاومة الذين يملكون أيضا خبرات في مسألة حرب الجيل الرابع اكتسبوها داخل لبنان أو اكتسبت في أمكنة أخرى، استطاع الجيش العربي السوري أن يصيغ هذه الإمكانات الذاتية والتحالفية بأسلوب تمكن خلاله من إسقاط فرضية سقوطه بحرب الجيل الرابع. وبدل أن يسقط الجيش العربي السوري في فخ هذه الحرب، الذي حصل أن الجماعات المسلحة والخطة الغربية التي تقودها أمريكا هي التي سقطت، وهي التي جعلت أمريكا في أعماقها تعترف أن كل الوسائل التي استعملت ضد سوريا باتت عاجزة عن تحقيق المطلوب، سواء بالخطة ألف التي تهدف إلى السيطرة أو الخطة ب التي تهدف إلى التدمير. صحيح أن العصابات الإرهابية تسببت في تدمير مرافق رئيسية خلال حرب الجيل الرابع، لكنها لم تستطع أن تدمر أمرين أساسيين: أن تدمر العصب الرئيسي والعمود الفقري للاقتصاد، وهو الاقتصاد المالي. الليرة السورية تراجعت بعض الشيء لكنها لم تدمر، لم تنهار كما حصل مع الدينار العراقي على سبيل المثال يوم الغزو. والمسألة الثانية أن الحرب من هذا الجيل التي كانت تريدها أمريكا من أجل أن تشتت الشعب السوري وتفكك مكوناته أحدثت ردة فعل عكسية، والتف الشعب بمعظمه على نظامه وعلى حكامه وعلى سلطته. ومن أجل ذلك باتت تخشى أمريكا الآن الانتخابات الرئاسية الحرة، وتحاول بشكل أو بآخر أن تشترط أن لا يترشح الرئيس بشار الأسد. لماذا؟ لو كانت حربها تحت عنوان حرب الجيل الرابع تمكنت من تحطيم الوحدة الوطنية والوعي الوطني السوري، ولو كانت تمكنت من تحطيم الاقتصاد السوري بالمفهوم الذي يعتمد من قبل الخبراء بتحطيم الاقتصاد، لكانت تركت للشعب السوري أن يختار حكامه، وهي مطمئنة أنه سيتخلى عن حكامه الحاليين. لكنها تعترف ضمنا بأنها كما أنها خسرت الخطة ألف والخطة ب، خسرت في عنوان الرئيسي هو حرب الجيل الرابع، وبالتالي تحاول أن تناور الآن حتى تمتنع أو حتى تتأخر إلى الحد الأقصى من الإعلان عن هذه الهزيمة. فنقول أن على هذا الأساس نقول أن الجيش العربي السوري وحلفائه وقواته الرديفة يمكن أن تدخل إلى التاريخ على أساس أنها الجيش التقليدي الأول الذي استطاع أن يحقق انتصارا في حرب بعنوان الحرب من الجيل الرابع. Alors, cette nouvelle technique ou doctrine de guerre a été appliquée durant la première phase. Et il y eut aussi une guerre psychologique pour donner l'impression et créer des convictions que les Syriens voulaient un renversement de l'État. Comment ils ont fait ce jeu et est-ce que ça a réussi?
Ça a réussi, oui, au début ça a réussi. Comment? Au début, les Syriens ou les Libyens voyaient à la télévision, sur les télévisions internationales, pas sur les télévisions de leur propre pays, mais voyaient sur les télévisions internationales que voilà, il y avait des grandes manifestations, qu'on se battait ici et là, que les gens scandaient que le peuple voulait changer le régime, etc. Bon. Alors eux-mêmes, jamais ils rencontraient dans leur entourage de gens qui parlaient comme ça. Oui. Mais ils le voyaient à la télévision. Donc ils pensaient, oui, c'est pas dans mon quartier, c'est pas dans ma ville ou dans mon village, mais c'est certainement dans la ville d'à côté. Oui. Bon. Et comme au début de la guerre, la télévision syrienne n'était pas considérée comme crédible par un grand nombre de Syriens, les rectificatifs qui étaient faits par la télévision syrienne n'étaient pas écoutés. Plus ou moins. Plus ou moins. Enfin, bon, le doute s'installait. Or, qu'est-ce que c'est qu'une révolution? Et si on regarde le printemps arabe, on nous explique que c'est une révolution de la jeunesse, parce qu'il y a un rapport démographique qui fait qu'effectivement, dans chacun des pays concernés, il y a une proportion très importante de jeunes gens. Bon. Alors, normalement, si c'est une révolution, les jeunes gens doivent se révolter en premier. Où est-ce qu'on trouve des jeunes gens? Dans un pays comme la Syrie, qui est un pays baasiste, où l'école est gratuite et où l'université elle-même est prise en charge par l'État, eh bien, il devrait y avoir une révolte dans les universités. Où est-ce qu'il y a eu une révolte? Dans quelle université? Aucune. Où est-ce qu'il y a eu des grandes manifestations dans les universités? Dans aucune. Oui, ici, à Damas, il y a eu une manifestation où il y avait 20 personnes. On nous montrait des quartiers très, très, très étroits dans lesquels il y avait des gens. Je ne sais pas si c'était comment ça se faisait, c'était où, je ne savais plus. Mais on nous montrait des petits quartiers comme ça, dans lesquels il y avait des rassemblements. Bon. Alors, donc, si vous ne savez pas où c'est, peut-être ça n'est pas en Syrie. Peut-être c'est ailleurs. Mais peut-être c'est en Syrie aussi. Mais si c'est tout petit, quelle est la représentativité de ce que l'on voit? Parce que trouver 100 personnes pour s'exciter dans un coin, ça c'est pas dur. Mais une révolution, c'est autre chose. C'est le peuple sort dans la rue. Ça n'a jamais eu lieu. Ensuite, les événements, ça a d'abord été s'attaquer à des symboles de la Syrie moderne. Pendant un moment, on entendait les dirigeants occidentaux, tous les jours, les Israéliens, les États-Uniens, les Français, les Britanniques, d'autres éventuellement, répéter Bachar el-Assad doit partir. This morning, President Obama called on Assad to step aside and announced the strongest set of sanctions to date targeting the Syrian government. These sanctions include the energy sector to increase pressure on the regime. The transition to democracy in Syria has begun, and it's time for Assad to get out of the way. Vous êtes dans une ambiance où, oui, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui va se passe quelque chose. Oui. Moi, je le vois pas, mais partout ailleurs, ça se passe. Bon. Je le vois sur l'écran. Je le vois sur l'écran. Bon. D'autre part, il y a eu des endroits où on s'est battu, mais vous ne savez pas ce qui s'est vraiment passé. Bon, il y a eu des morts, mais vous ne savez pas quoi exactement. Et alors, les endroits où ça a eu lieu, ça n'a cessé de se déplacer. Si vous placez ça sur une carte, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, certains jours, il y a 2 endroits en même temps, mais il n'y en a jamais 3. Parce que vous aviez 2 groupes qui se baladaient à travers le pays et qui mettaient le désordre. Et vous pouviez avoir l'impression que non, c'est plusieurs villes se soulèvent. Non, ce n'est pas plusieurs villes qui se soulèvent, c'est 2 groupes qui se déplacent. Ce groupe-là, ces 2 groupes-là sont les mêmes qui ont fait ça en Libye? Alors, au départ, ce sont des combattants différents, mais après, quand l'OTAN a écrasé la Libye, les combattants d'Al-Qaïda en Libye sont venus en Syrie. Donc à ce moment-là, c'est les mêmes, mais ils ne sont arrivés en Syrie
qu'en septembre 2011. Donc dans la première partie de cette guerre, non, ce sont d'autres combattants qui sont là. Alors, certains sont syriens, certains sont étrangers, mais il n'y a pas besoin de beaucoup de monde pour ça. Oui. Il y a besoin de gens bien formés, et c'est vrai, il y a besoin d'avoir des gens qui les reçoivent à différents endroits, qui les cachent en fait. Les endroits où il y a eu ces combats se trouvaient tous en bordure de frontières ou sur la mer. Parce que de cette manière, les combattants pouvaient recevoir une aide extérieure immédiate. Voilà. Alors, le 29 juillet, la dite armée syrienne libre est créée. Et comme on connaît bien, celle-ci prend pour drapeau le drapeau utilisé pendant le mandat français. Pourquoi ce drapeau ? Pourquoi elles prennent ce drapeau? Et est-ce que c'est pour faire revenir peut-être à l'esprit le temps du colonialisme? C'est pas peut-être, c'est certainement. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est que une armée révolutionnaire qui prend comme drapeau celui de la colonisation? Bon, c'est pas du tout des révolutionnaires, hein. C'est quand même quelque chose qui crève les yeux. Et beaucoup de Syriens au début disaient « je ne connais pas ce drapeau, c'est une nouveauté », etc. Absolument, tout le monde connaît ce drapeau ici. Il suffit de regarder un feuilleton télévisé qu'on a vu pendant 5 ou 6 ans. C'est d'ailleurs dans ces feuilletons qu'on a vu ce drapeau. Bon, voilà, il y avait Et la jeune génération ne connaît jamais ce drapeau. Bon, enfin, tout le monde a vu ce feuilleton où il y a le méchant collaborateur syrien avec derrière lui le drapeau français et le drapeau de l'actuelle armée syrienne libre. Fausse indépendance du pays, puisque la vraie indépendance a mis du temps à venir, bon. Mais c'est le drapeau voulu par les Français et donné par les Français à cette armée syrienne libre, laquelle est entièrement organisée par la France au départ. Cette armée, elle est constituée le 29 juillet, alors qu'on nous dit que les événements ont commencé depuis le mois de mars. C'est quand même déjà un peu tard. Bon. Et on nous dit qu'elle est composée par des déserteurs syriens. Alors oui, il y a eu des déserteurs dans l'armée syrienne, mais je signale quand même que dans n'importe quel État au monde, quand il y a une agression extérieure, quelle que soit cette agression extérieure, vous avez au minimum 5% des gens qui vont soutenir l'attaquant extérieur. Bon. En France, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a malheureusement eu plus que 5% des gens qui ont soutenu les nazis venus occuper la France. Donc, qu'il y ait eu 5% de désertion dans l'armée arabe syrienne, en soi, c'est normal. Et puis, par ailleurs, comme l'armée arabe syrienne est une armée de conscription, dans toutes les armées de conscription, en temps de paix, pas là, en temps de paix, il y a toujours des insoumis, des gens qui refusent de servir sous les drapeaux pour des raisons diverses ou variées, parfois très, très honorables, mais qui, du coup, font défection. En fait, quand on regarde les chiffres de ce qui s'est passé, les défections dans l'armée arabe syrienne n'ont jamais dépassé les 4%. Jamais les 4%. Donc, tout ça, c'est absolument insignifiant. Et l'armée syrienne libre ne peut pas être composée, n'a jamais pu être composée par des déserteurs. Il y a eu des déserteurs à l'intérieur. D'ailleurs, il faut s'attendre à des choses comme ça dans des événements comme ceci. Lorsque cette armée a été constituée, on a mis à sa tête le colonel Riyad el-Assad, en prétendant, mensongèrement, mais ça a été écrit dans tous les grands journaux en Europe et aux États-Unis, qu'il est un proche, que c'était un proche, un membre de la famille du président Bachar el-Assad. Ça nous fait rire, parce que là, il faut peut-être expliquer aux Occidentaux, parce qu'en lettres latines, ça s'écrit peut-être de la même manière, Assad, mais en fait, en arabe, il y a une lettre qui n'existe pas dans l'alphabet latin, qui est le Assad. Donc, il n'est pas Assad, et c'est tout à fait différent, c'est deux familles tout à fait différentes l'une de l'autre, n'ont rien à voir avec les Assad, la famille de notre président. Alors, quand ils ont constitué cette armée avec ce monsieur Assad comme vous dites, quel programme avait cette armée? En fait, on n'en sait rien.
puisqu'elle disait, voilà, on veut renverser le régime. Mais ça, c'est pas un pouvoir, puisqu'on ne sait pas ce qu'ils veulent mettre à la place. Et en septembre, on a vu arriver, alors là en masse, on a vu arriver les combattants libyens. L'OTAN avait détruit la Libye, l'OTAN avait placé comme gouverneur militaire de Tripoli en Libye Abdelhakim Bellage, le chef historique d'Al-Qaïda en Libye, et l'ancien numéro 3 d'Al-Qaïda quand même. Le représentant spécial de Ban Ki-moon, qui se trouve par ailleurs être l'ancien directeur d'Amnesty International, représentant spécial de Ban Ki-moon en Libye, a utilisé les moyens du Haut Commissariat aux réfugiés pour transporter au mois de septembre d'abord 1500 combattants d'Al-Qaïda qui sont arrivés de Tripoli en Turquie avec le statut de réfugiés, que des hommes, vous voyez, on dit c'est des réfugiés, que des hommes. Bon. Arrivés en Turquie, ils ont été amenés immédiatement dans un camp de réfugiés, n'est-ce pas, qui en fait était une base militaire. Et ce camp prétendument de réfugiés a été interdit d'accès à la totalité de la presse et interdit d'accès aux parlementaires turcs. La présence d'Abdelhakim Bellage sur place a été confirmée à partir du 17 décembre. Donc, il n'était peut-être pas là dans le premier arrivage, mais très vite, il est venu lui-même. Alors, et donc, après, il y a eu la création du Conseil national syrien, dont les objectifs sont ceux de la politique israélienne, ce qui est très révélateur. Oui, lorsque ce conseil a été créé, on a désigné Burhan Galioun comme président. Alors, ce monsieur avait la réputation d'être un laïc. Alors ça, je ne sais pas comment il a réussi à avoir cette réputation, parce que le même Burhan Galioun, qui est professeur de sociologie à la Sorbonne, à Paris, était le conseiller d'Abbassi Madani, le leader intégriste algérien, lorsque celui-ci était en exil au Qatar. Donc comment peut-on dire qu'on est laïque quand on est le conseiller de M. Abbassi Madani? Ensuite, dès qu'il a été élu à la tête de ce Conseil national syrien, il a donné une longue interview au Wall Street Journal dans lequel il a dit ce qu'il allait faire une fois que, grâce à l'OTAN, il arriverait au pouvoir en Syrie. Il a dit, mais on commencera par rompre les liens avec l'Iran, le Hezbollah et le Hamas. Voilà, c'est la seule chose qu'il a dit comme programme. Donc là, ce sont des objectifs qui n'ont rien à voir avec la politique intérieure. Ce sont des objectifs qui correspondent à ce que veut l'État d'Israël et certainement pas à ce que veut le peuple syrien. Oui, alors on a beaucoup de choses à dire. L'histoire ne s'est pas terminée. On a à suivre. Nous allons suivre ce débat, alors cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez juste ajouter un petit mot, Monsieur Messan? Aucun peuple aujourd'hui n'est protégé face à ce genre de manipulation à partir de l'information. Que là, on voit en ce moment ce qui se passe en Thaïlande, en Ukraine, au Venezuela. Ça peut se passer n'importe où. Il n'y a pas de honte à avoir été manipulé, puisque les autres le sont aussi. Par contre, il est honteux de rester manipulé quand ça arrive. Une fois que c'est chez soi, il faut ouvrir les yeux et il faut en tenir les conclusions, c'est-à-dire défendre son pays face à une agression extérieure. Nous poursuivons notre étude avec l'intellectuel français Thierry Meyssan au cours de notre prochaine émission. Au revoir.